nombreux aujourd'hui pour cet atelier sur le sujet de l'économie circulaire en Afrique. Je remercie aussi nos nombreux panélistes présents aujourd'hui, que je vous présenterai d'ici peu. Pour commencer, je vous rappelle que vous avez un bouton d'interprétation en bas à droite de votre écran qui vous permet de choisir entre l'anglais et le français. Nous aurons des intervenants francophones et anglophones aujourd'hui. Vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions, vous présenter ou interagir entre vous. Sachez que cette session est enregistrée et sera rendue disponible d'ici quelques jours sur notre site internet. Donc, vous pourrez revenir dessus si vous avez raté quelque chose. Je vais rapidement vous présenter Climate Chance, qui est une plateforme d'acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique. Donc, Climate Chance existe depuis 2015 et a été créée en amont de la COP21 afin de mobiliser les acteurs des territoires dans leur diversité sur les enjeux de changement climatique. Nous avons plusieurs activités. Nous avons un site internet avec beaucoup d'informations sur des bonnes pratiques climat, sur de la recherche sur le sujet de la lutte contre le changement climatique au niveau territorial, le tout en français et en anglais. Nous avons aussi un observatoire qui publie annuellement des analyses et des décryptages de l'état de l'action climat au niveau territorial dans le monde entier pour montrer ce qui fonctionne pas, comment cela est financé. Donc, c'est des analyses poussées qui peuvent servir de guide à des décideurs locaux, que ce soit de collectivités, du monde associatif, d'entreprises. Et ensuite, nous avons toute une partie plus mobilisation de notre réseau, de notre communauté. Donc, nous avions l'habitude d'organiser un sommet annuel et de mobiliser des coalitions dans le cadre de ces sommets. Cette année, vu le contexte complexe, nous avons décidé de ne pas faire de sommet, évidemment, mais de continuer à mobiliser notre communauté et notamment ces coalitions via des ateliers virtuels. Et c'est ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, cet atelier est celui de la coalition économie circulaire. Cette coalition est relativement récente et a encore peu produit, honnêtement, de choses concrètes. Nous avons eu la première réunion, on va dire, de cette coalition il y a un an au sommet de Climate Change à Accra, où nous avons mis autour de la table plusieurs acteurs, dont ICLEI Afrique, qui est avec nous aujourd'hui en la personne de Paul Curry, et aussi la SEN, qui est aussi avec nous en la personne de Johanna. Et du coup, on a essayé on essaie de constituer cette coalition qui allie à la fois des acteurs de collectivités, de l'associatif, mais aussi des startups, pour essayer de faire avancer le sujet économie circulaire au niveau du continent africain. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est à nouveau de réunir à nouveau ces acteurs-là et d'essayer finalement d'aboutir à ce que seraient les grandes lignes d'une feuille de route pour le secteur avec vous aujourd'hui. Donc, vous savez, la situation en Afrique est d'une urbanisation croissante et d'une population croissante. Entre les années 60 et les années 2050, le taux d'urbanisation en Afrique aura explosé de 15% dans les années 60 à 60% en 2050. Donc, il y a vraiment un enjeu urbain africain très fort, ce qui recoupe le sujet de l'économie circulaire, évidemment. Beaucoup de villes en Afrique aussi sont assez uniques par leur urbanisme, leur développement urbain qui combine à la fois des modèles formels et informels. Et donc, ce qui rend les enjeux encore plus passionnants, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, comme on sait que plus de la moitié de l'augmentation de la population mondiale entre maintenant et 2050 va avoir lieu en Afrique,
il nous semble absolument essentiel d'essayer d'explorer les possibles développements, enfin les voies du développement en Afrique dans un cadre qui soit aussi compatible avec la lutte contre le changement climatique et l'accord de Paris qui nous engage en tant que communauté mondiale. Et à cela s'ajoutent évidemment d'immenses challenges, notamment sur la gestion des déchets. Vous savez tous, je ne vais rien vous apprendre, mais que beaucoup de pays d'Asie ont commencé à fermer aussi leurs frontières à l'importation de déchets, enfin à l'envoi de déchets de d'autres pays vers notamment la Chine. Et concrètement, il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont déversés actuellement sur le continent africain. Le sommet d'Accra, le sommet de Climate Change à Accra nous a aussi montré cela. Accra qui dispose en son centre-ville d'une décharge à ciel ouvert où se joue un drame sanitaire et environnemental avec des déchets électroniques qui viennent du monde entier, notamment de l'Europe. Donc voilà tout pour ce qui est du contexte. Je ne vais pas m'étendre plus que cela et donner la parole aux spécialistes finalement qui nous ont fait le plaisir de leur présence aujourd'hui. Je vais poser quelques questions qui vont leur permettre de parler de leurs activités, de leurs projets. Et puis, on gardera un peu de temps à la fin de cette session pour avoir des interactions entre les intervenants, mais aussi en direct avec vous, si jamais nous en avons le temps. Donc, pour cela, il faudra juste lever la main. Donc, en cliquant sur le petit icône de la main levée, on pourra repérer que vous voulez poser une question et on essaiera de donner la parole à certains d'entre vous. Donc, je vais commencer par adresser ma question de coup à Paul Curry, qui est manager en Urban Systems à ICLEI Afrique et qui était avec nous pour cette première activité à Accra l'année dernière. Paul, I'm just going to ask you the questions in English. Je vous pose la question en anglais. Paul, nous savons que Eclair Afrique a travaillé beaucoup sur cette question de l'économie circulaire avec beaucoup d'activités dans votre réseau de villes en Afrique. Vous avez identifié les principes qui sont donc de régénérer, de substituer, de virtualiser, de restaurer. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus et que nous vous parliez du rôle des gouvernements, des autorités locales dans ce développement circulaire et comment les leaders locaux en Afrique, dans les villes africaines, peuvent travailler à leur niveau pour justement aller faire avancer l'économie circulaire. Merci Romain. C'est un plaisir d'être là avec vous, avec beaucoup de visages que je reconnais et beaucoup d'autres. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Paul, je suis donc le directeur de Urban System Units à ICLEI. Nous soutenons les autorités locales, les gouvernements locaux et les aidons à comprendre la priorité du développement durable avec des développements de politiques et des projets dans le but du développement durable. Donc, notre équipe s'intéresse beaucoup au potentiel de l'économie circulaire comme outil, comme système. C'est un grand défi, bien sûr. Bien sûr, le grand défi, c'est le gouvernement local et l'administration locale. Comment soutenir les villes dans ce sens et avoir des opportunités d'interagir entre eux. Quand on souligne l'importance des gouvernements locaux, on parle bien sûr des villes et comme l'interface aussi avec la population, des gouvernements locaux qui ont un rôle important vis-à-vis des populations pour mettre en place et pour également créer un environnement dans les villes qui permettrait à d'autres acteurs de développer l'économie circulaire. Alors peut-être j'avance un peu trop, mais je crois qu'un rôle important, c'est celui des citoyens, de pouvoir avoir un lieu où l'innovation peut se développer. C'est là où on verra la flexibilité et l'adaptabilité. En Afrique, comme nous le savons, nous devons nous focaliser sur le développement centré sur les personnes, pas simplement sur l'efficacité matérielle. En fait, il y a une déficience dans ce. Nous n'avons pas la qualité de vie nécessaire pour nos citoyens. Il faut d'abord développer, améliorer la qualité de vie. Nous devons permettre à plus de personnes de participer à l'économie en général.
Et souvent, la collecte des données n'est pas reconnue ou est ignorée parce que nous n'arrivons pas à mesurer ces choses. Donc, un des rôles que nous avons auprès des gouvernements locaux, c'est de leur montrer l'importance et la pertinence de l'économie informelle et de leur montrer comment la rendre légitime dans leur politique. Et également pouvoir permettre le développement de politiques qui vont dans ce sens. Donc, certains gouvernements reconnaissent ce qui se passe déjà dans plusieurs programmes, mais n'ont pas forcément cette bannière du changement climatique. Donc, nous devons développer des positions qui rendent l'économie linéaire plus chère et nous devons continuer d'améliorer la qualité de vie de manière à restaurer aussi l'environnement. Et nous devons également être partenaires, nous devons collaborer avec d'autres acteurs, dans le secteur privé, les ONG. C'est très important. Donc, les gouvernements locaux doivent travailler en collaboration avec ces autres acteurs. Merci beaucoup. Bien sûr, le rôle du gouvernement local est clair, est un élément clé pour mettre ensemble tous ces acteurs autour de la table pour parler de cette question d'économie circulaire. Donc, j'aimerais vous demander plus précisément, maintenant que vous avez parlé de cela, est-ce que vous auriez peut-être des exemples à nous donner de villes, par exemple, qui sont membres d'ICLEI Afrique ou pas forcément, mais qui s'en sortent ou qui ont des projets intéressants en termes d'économie circulaire qui pourraient être une source d'inspiration pour nos participants aujourd'hui? Oui, merci. Alors donc, je parlais du gouvernement local, mais notre perception, c'est que les gens qui sont impliqués dans l'économie circulaire sont plutôt dans le secteur privé, mais sous cette bannière de l'économie séculière. Il y a quand même d'autres projets, d'autres programmes qui soutiennent l'économie circulaire plutôt, c'est-à-dire la régénération. Il y a beaucoup de travail qui se fait, comment réinventer la nature dans les villes, beaucoup de travail également sur la gestion des déchets, surtout le lien entre déchets et nature. Donc, une des opportunités que nous avons, c'est de développer la gestion des déchets de manière organique. Donc, il y a également des projets pour investir dans le compost, par exemple, pour soutenir les vendeurs à avoir des composts pour que tout ce qui est recyclable puisse être recyclé dans le compost, puisse l'être en termes d'alimentation, par exemple. Donc, il y a un lien entre les déchets organiques et le développement de processus de fermes urbaines. Nous voyons également, nous voyons comment les villes cherchent à sortir de l'ancienne manière de faire en termes de recyclage. Donc, nous devons parler en termes de régénération et également réfléchir à des nouveaux systèmes alimentaires. Donc, il y a un projet en particulier qui est intéressant pour développer des espaces publics, pour adresser la question de la sécurité, mais de l'alimentation également. À Cape Town, par exemple, se focalise sur un projet également qui est très intéressant, où différentes industries cherchent à développer des parcs industriels. Nous avons vu plusieurs villes également suivre ce genre de modèle, à Nairobi également. Je crois que pour les villes qui veulent prendre position et faire de cela leur priorité de l'économie circulaire, je pense qu'on peut parler aussi d'Accra, dont le gouvernement national qui soutient, on peut parler aussi de soutien à l'économie circulaire, on peut parler également de Rabat au Maroc et d'autres villes qui vraiment soutiennent l'économie circulaire. Donc, il y a quelques idées quand même qu'on voit ici ou là. Encore une question pour vous.
Paul, je me pose cette question moi-même d'ailleurs, avec le développement rapide des centres urbains en Afrique. On voit également l'évolution de la gestion des déchets et de quel type de déchets parlons-nous? Quel type de déchets sont régénérés? Est-ce que vous voyez une évolution sur les déchets qui sont régénérés, qui sont recyclés dans ces villes en expansion, par exemple au cours des dernières années? Il y a eu une session intéressante dernièrement sur l'approche des 1,5 degrés en lien avec l'économie circulaire. Et ce que j'ai remarqué dans cette session, c'est que si nous voulons développer nos villes, nous devons penser à des aspirations futures, pas comme elles le sont actuellement. Donc, comment façonner nos aspirations pour la classe ouvrière, par exemple? Comment communiquer, par exemple? Qui sont les personnes clés dans les communautés? L'industrie de l'alcool en Ouganda parle d'une vie réussie. Et comment ça, ils font passer des messages sociaux, par exemple en Ouganda ou à Nairobi, ils parlent de la violence domestique engendrée par l'alcoolisme. On parle également des influenceurs qui font la promotion, de faibles émissions de carbone dans le monde des transports, dans le domaine des transports. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur notre continent, nous aspirons à ces choses. Nous ne voulons pas ce qu'on appellerait le rêve américain. Nous avons besoin d'avoir plus d'exemples pour prouver comment nous pouvons avoir une bonne qualité de vie tout en réduisant l'impact environnemental. Merci beaucoup, Paul, c'est intéressant. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenant. C'est Joanna Bingham, qui travaille pour l'ASEN Afrique. ASEN Afrique. Donc, c'est le réseau de l'économie circulaire africaine. Elle a également travaillé avec nous l'année dernière, avec Paul. Joanna, d'abord pour commencer, j'aimerais vous poser cette question pour que on sache qui vous êtes et ce que vous faites. Peut-être dites-nous un peu plus sur la mission d'ASEN et le rôle d'ASEN en Afrique. Merci beaucoup pour votre invitation. ASEN est un réseau d'économie circulaire dans le continent. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je le saurai à la fin de la conversation, je vous le redirai dans le chat. Mais le nombre de pays membres, mais c'est de changer les pratiques donc pour apprendre les uns des autres et nous soutenir dans cette transition économique. Nous avons plusieurs activités en cours. Une des activités qui est en développement, c'est une conférence à cause de la situation, sera reportée à 2022 avec des ateliers pour essayer d'accomplir donc cet objectif. C'est ce que nous faisons. C'est une NGO, une ONG, donc à but non lucratif. Combien de membres avez-vous? Et vous avez dit que c'est partout en Afrique. C'est partout, vraiment. C'est vraiment partout. J'aurais dû préparer les chiffres, mais je vais le mettre dans le chat box à la fin de la session. D'après vous, quelles sont les opportunités principales que vous avez pu identifier en tant que réseau de parties prenantes pour développer l'économie circulaire en Afrique? J'ai deux casquettes. J'ai une autre organisation qui est basée au Ghana, qui collabore avec ASEN, c'est la casquette que je porte aujourd'hui, pour développer des études de cas, d'initiatives d'économie circulaire. Nous avons eu des conversations fascinantes vraiment dernièrement avec des entrepreneurs,
avec des personnes qui réfléchissent en Afrique, qui parlent des opportunités, c'est-à-dire la détermination d'abord. C'est vraiment, l'Afrique a l'opportunité de faire les choses différemment, quelque chose qui serait pertinent au continent, plutôt que des gens comme moi qui disent aux autres ce qu'il faut faire, mais de laisser l'initiative aux Africains et de ne pas suivre le modèle de pays soi-disant développés dans le monde qui n'ont pas obtenu ces mêmes résultats. Donc, il y a une opportunité de mettre vraiment le social au cœur de ces projets et pour aider les gens à sortir de la pauvreté, mais aussi à accéder à un certain bien-être. Je crois que Paul a très bien expliqué les opportunités qui se présentent à nous. Il a parlé de la gestion des déchets et de sortir du déchet. Et ce sont des opportunités importantes pour nous. En Afrique, nous devons également apprendre des erreurs de ceux qui se sont d'abord industrialisés et qui ont été plus loin dans cette mouvance de l'industrialisation. C'est une opportunité que nous avons d'apprendre de ces erreurs et de faire les choses dans un contexte particulier, d'une culture, des compétences et des ressources qui sont celles de l'Afrique. De manière plus spécifique, je pensais à cela et notamment sur le changement dans l'approche aux déchets. Pour moi, l'opportunité, c'est au niveau du sol. Si on prend l'exemple, par exemple, d'Accra, 65% des déchets sont des déchets organiques. C'est un fardeau sur les municipalités. Ça crée aussi, bien sûr, des problèmes de santé, mais en même temps, c'est une ressource et bien sûr, les sols aussi sont affectés et c'est un risque pour certains des paysans, des fermiers. Donc, le sol, la gestion du sol également est un point important. Régénérer les sols, ça, c'est une des choses que nous traitons et c'est une des opportunités que nous avons dans ce développement. On a parlé d'infrastructures également. 60% de l'infrastructure ont encore besoin d'être construites d'ici à l'horizon 2050. Donc, il y a des occasions là encore de créer un environnement social profitable au centre de ces constructions à venir. Par exemple, aussi au niveau du transport, des systèmes de transport, il y a encore beaucoup à faire en vue de ces développements. Vous connaissez bien la ville d'Accra. J'ai du mal à prononcer le nom de cet endroit qui a cette décharge donc, de déchets électroniques, remplis de déchets électroniques. On en a entendu parler. Bien sûr, on était à Accra il y a quelque temps déjà, mais est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations sur dans cette situation? Qu'en est-il aujourd'hui? Je sais qu'il y a un gros projet. Je ne suis pas assez proche pour vous en parler. Et ce projet cherche ou vise à travailler avec le secteur informel. Beaucoup des projets d'ailleurs en cours cherchent à travailler avec le secteur informel. De ce que je sais de ce projet, cherche aussi à travailler avec le secteur informel pour changer donc la tendance des matériaux qui sont reçus et créer des opportunités de travail et traite aussi la question de la sécurité. Et bien sûr, il y a des grands défis. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière. On a parlé donc des œufs, des poules en plein air qui avaient des taux de toxicité beaucoup plus élevés qu'ailleurs à cause de l'état des sols auprès de cette décharge. Donc, il y a certaines questions aussi qui sont en lien avec la sécurité alimentaire. Donc, c'est ce que je sais en tout cas de ce projet, mais je n'ai pas eu de développement récent pour vous en dire plus. Paul a mentionné le rôle important du secteur de l'entreprise dans l'économie circulaire. Vous travaillez également avec ces acteurs dans votre réseau.
Alors, que pensez-vous de cela, justement, du rôle des entreprises, des sociétés? Et quel rôle devraient-elles jouer? Et comment est-ce que vous articulez, comment est-ce que vous voyez l'articulation de cela avec justement le gouvernement, les gouvernements locaux et les ONG, par exemple? Pour une transition à grande échelle, il faut vraiment une collaboration, mais dans l'immédiat, en tout cas, on est dans des choses sur le terrain, en particulier pour ceux qui ne s'appellent peut-être pas encore économie circulaire, mais juste un exemple, par exemple, l'argent mobile et le rôle que cela joue dans le fait de démocratiser l'argent et les gens qui n'ont pas forcément accès à cela. Il a fallu que les lois suivent cela. Donc, il y a eu des innovations en collaboration avec le secteur des entreprises. Donc, c'est le rôle que je vois, c'est-à-dire une collaboration entre les ingénieurs et le secteur privé ou industriel, que le secteur privé pourrait justement tester des choses du monde de l'entreprise ou du monde industriel pour adapter ensuite ces changements, pour ensuite informer les législateurs et les aider à prendre les bonnes décisions sur des faits qui ont été prouvés, sur les résultats, par exemple, de ces tests. Je crois que plusieurs choses encore. Je crois qu'on a un souci. Je pense que ça vient de Joanna. OK. Sorry. Where did Yeah, you lo- did, you're where did you lose me? Did you get anything of what I just said? Est-ce qu'on a entendu ce que je viens de dire? not really. Non. It's been like 30 seconds that we lost. Okay, let me try. Let me start from the beginning. So, I was mentioning the. Je parlais donc, Okay, so I'll start from the scratch, and what you've got, we'll see where we go. So, I was talking about there's a well thrashed out case of mobile money, and that is an example where donc l'argent, innovation on the business side je pense qu'elle répète ce qu'elle a dit tout à l'heure, donc l'argent de mobile par rapport à une innovation qui a été financée par des finances gouvernementales. Donc, ce que je vois au niveau du rôle des ONG et du monde de l'industriel, c'est justement d'avoir un partenariat pour pouvoir tester les nouvelles approches, les nouveaux systèmes, les nouveaux modèles. Il y a donc plusieurs domaines d'incertitude. Donc, je pense que cette collaboration et ce partenariat tout au long de la chaîne de valeur, plutôt que de voir ça comme une compétition, mais de voir vraiment une autre approche qui permet de tester différents modèles et de voir quelle est la meilleure manière de collaborer. Ce sont les choses qui doivent se faire et qui doivent être testées. Ça demande aussi de pouvoir partager les informations, ce que nous faisons en ce moment avec nos études de cas, c'est-à-dire collecter différentes informations sur différentes études de cas. Nous voyons des entrepreneurs et d'autres qui cherchent à tester différents modèles, mais qui ont du mal des fois à avoir plus d'informations. Donc, il faut qu'il y ait une plus grande transparence dans la communication, en particulier avec les plus grandes entreprises, les multinationales, qui devraient pouvoir commencer à partager leurs données. Et ça pourrait également créer d'autres opportunités d'emploi. C'est juste un petit exemple. Il y a d'autres choses qui doivent être mises en place pour que ce genre de projet pilote puisse aboutir et conduire à des politiques. Et c'est également d'avoir des horizons à plus long terme. Nous devons repenser le modèle financier et prendre en considération les différents besoins dans cette transition. Nous devons également repenser à ce que nous sommes en train de mesurer. Ça, c'est un point critique. Nous avons une conversation récemment avec un architecte au Rwanda qui parlait
du gouvernement et le désir du gouvernement de s'aligner sur les ODD. Donc, nous essayons de penser en termes de mesures plus humaines, humanistes, plutôt que de se focaliser sur l'argent, mais c'est également se focaliser sur le bien-être environnemental et d'avoir une approche plus holistique. Voilà ce que je pouvais vous dire. OK, merci. Merci pour votre contribution, Joanna. J'espère que la traduction a pu suivre. Vous avez parlé assez vite, donc je suis désolée, vous l'aviez dit. Nous avons enregistré parce qu'il y avait beaucoup d'idées intéressantes, mais effectivement, je confirme, c'était un peu trop vite. Donc, vous avez parlé de ce qui peut être mesuré, de la manière de repenser nos façons de mesurer les choses. Merci en tout cas pour votre apport intéressant. Alors, on a déjà passé 30 minutes. Maintenant, il est temps de passer à la prochaine personne, le prochain intervenant, Ladislas de RALGA, qui est le secrétaire général de RALGA, qui est l'association de gouvernements locaux pour le Rwanda. Merci Ladislas d'être avec nous aujourd'hui. Nous savons que le Rwanda fait beaucoup, en particulier la ville de Kigali, en termes d'économie circulaire et dans d'autres secteurs également, dans la lutte contre le changement climatique. Donc, des choses très intéressantes se passent là-bas au Rwanda. Est-ce que peut-être vous pourriez nous donner un aperçu de ce que RALGA a fait et quel a été son rôle et quel est le rôle des gouvernements locaux, puisque vous êtes à la tête de cette association de gouvernements locaux, particulièrement dans le secteur de l'économie circulaire. Merci, Romain. Merci à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un sujet important qui est critique en même temps dans le contexte du développement durable. Nous ne pouvons pas aboutir au développement durable sans comprendre le concept de l'économie circulaire. L'association donc rwandaise des autorités et du gouvernement locaux, RALGA, le gouvernement cherche à décentraliser l'autorité et cherche à développer la mobilisation, donc à développer aussi notre capacité, les infrastructures. Donc, les gouvernements locaux ont cette possibilité de mettre en place les programmes gouvernementaux. C'est lui qui définit les politiques et qui les met en place. Donc, au niveau local, nous sommes là donc au niveau local pour mettre en place ces politiques et les traduire en termes locaux. Donc, la politique locale nous aide à accomplir ces cibles. Nous avons donc 3 niveaux au niveau de l'économie circulaire. Le premier, c'est d'abord la collecte des déchets et le transport, principalement dans les villes, puisque dans les régions rurales, ils ont leur propre réseau, mais dans les villes, chaque ville à présent a sa décharge. Donc, le deuxième point après la collecte, donc c'est le recyclage et la gestion des déchets.
Donc, nous avons un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. C'est le gouvernement local qui est responsable de la mise en place des politiques et ce sont les acteurs privés qui s'assurent de la mise en pratique. Donc, dans cette nous apportons également une formation et le développement des compétences. Nous travaillons en particulier avec un partenariat en Allemagne. Nous avons organisé une visite également aux Pays-Bas où nous avons un partenariat. Je suis désolée, le son est très mauvais. Je n'arrive pas à comprendre ce que ce monsieur dit. Veuillez m'excuser. Nous parlons également du recyclage des matières organiques, du plastique. Nous essayons de recycler les matériaux en matériaux qui peuvent être utilisés dans l'agriculture, les matériaux de construction. Même les ordinateurs maintenant sont recyclés. Également le papier recyclé qui peut être recyclé en papier toilette ou papier qu'on utilise dans les bureaux. Donc, nous avons réellement une politique de recyclage au Rwanda pour faire marcher l'économie circulaire et équiper donc les autorités locales pour continuer dans ce sens. C'est important. Nous faisons également des études pour montrer, souligner le potentiel en termes d'économie circulaire. Par exemple, pour la ville de Kigali, nous avons plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la ville. Dans d'autres villes, c'est 400 000, 300 000 personnes. Bien sûr, l'opportunité d'économie circulaire n'est pas la même. Selon la taille des villes, nous essayons de faire des études et de les adapter selon les besoins locaux. Voilà ce que Ragla a fait. Ce matin, j'étais dans une réunion avec la ville de Kigali, puisque la ville grandit et nous essayons de voir comment gérer les déchets. Il y a une population grandissante. Nous avons donc un partenariat avec avec l'Allemagne, avec la Mayenne. En 2019, nous sommes allés sur place pour voir comment ils ont transformé les déchets, comment ils gèrent les déchets, pour voir comment transformer les matériaux et les utiliser à d'autres fins. Thank you. Well, I wanted maybe to thank you for this. Merci pour ce que vous avez dit. Vous avez parlé de ce que vous avez parlé. J'aimerais vous poser peut-être une autre question. Bien sûr, les meilleurs déchets sont ceux que nous ne produisons pas, bien sûr. Est-ce qu'il y a au Rwanda, par exemple, et à Kigali en particulier,
Est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience ou des campagnes pour sensibiliser le public sur l'importance de réduire les déchets et comment donc réduire les déchets? Kigali est une ville avec des montagnes et dans un environnement très vert. Je me demandais s'il y avait également des activités qui visent à sensibiliser la population. C'est le cas, effectivement. C'est pourquoi nous transformons de manière durable dans le concept justement des villes intelligentes, notamment au niveau des transports. Donc, pour nous, le mot-clé, c'est l'économie circulaire. Le gouvernement est responsable de la mise en place des politiques et les gouvernements locaux sont responsables de la mise en place de ces politiques. Ils se complètent mutuellement. Et nous, en tant que gouvernements locaux, nous avons l'initiative finale avec ce partenariat privé et public. Nous avons des campagnes, effectivement, par les médias, par des rassemblements publics. Et nous envoyons également des campagnes par des publications. Nous envoyons des messages sur les téléphones mobiles pour maintenant organiser une campagne. C'est sous l'autorité des gouvernements locaux. Nous avons organisé 2 campagnes dans ma ville. On l'appelle en anglais My City. Comment rendre ma ville plus durable? Comment rendre ma ville propre, en bonne santé? Comment faire une ville durable? Comment rendre une ville populaire, mais en même temps propre? Souvent, les gens pensent que les pauvres sont sales et que les riches sont propres. Ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec cela. Nous pouvons avoir des gens pauvres dans une ville propre et avoir une ville propre qui n'est pas que pour les riches. Nous avons appelé ça la campagne de ma ville. C'est un élément que nous avons conduit, d'une campagne que nous avons conduite en janvier. Bien sûr, nous avons eu la pandémie du COVID-19 qui a paralysé une partie de nos opérations, mais l'année prochaine, nous allons continuer dans ce sens dans tout le pays. Merci, Ladislas. Nous aimerions également ouvrir cette discussion dans un autre secteur ou sous-secteur. Nous avons parlé, bien sûr, des déchets organiques et des déchets plastiques. Nous voulons également parler de la question de la gestion de l'eau. C'est pour cela que nous avons invité à intervenir aujourd'hui Serge Miquel, qui est président de La Goutte d'eau. Serge Miquel, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce que fait La Goutte d'eau et votre expérience sur les bénéfices qu'apporte la réutilisation des eaux usées traitées, notamment en Afrique du Nord et en Tunisie où vous avez vos activités, vos projets. Merci. Bonjour, merci à tous. Merci de l'invitation. Donc, je suis le président de l'association La Goutte d'eau, qui est une petite association qui habite à côté de Montpellier, dans l'Hérault, en France, au bord de la Méditerranée. Notre association intervient dans l'action de coopération décentralisée, dans l'appui aux collectivités locales, pour apporter des appuis techniques, scientifiques, culturels, sociétales aux collectivités partenaires, dont des collectivités françaises. Alors, nous intervenons dans les domaines de l'eau, à la fois dans le petit cycle de l'eau, mais dans ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Nos domaines d'intervention sont certes l'eau, mais aussi un axe fort qui est celui de la biodiversité, où nous animons des réseaux internationaux sur la prise en compte de la biodiversité, et notamment au niveau des zones lagunaires, des zones humides internationales et françaises. Voilà. Alors, pour revenir à notre sujet qui est l'économie circulaire,
c'est vrai que le domaine de l'eau est un élément important et structurant de l'économie circulaire. C'est bien sûr une ressource naturelle qui peut être abondante, certes, mais ce n'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce que les besoins augmentent, les pollutions sont croissantes et le contexte du changement climatique n'est pas là pour arranger les choses. Ce qui fait que nous avons un objectif qui est celui de réduire l'impact sur les prélèvements et les pollutions, mais surtout d'avoir une utilisation efficiente de l'eau et de la ressource en eau. Alors, comment cela? En faisant certes des économies d'eau, en réutilisant les eaux grises, les eaux usées, traitées, pour améliorer dans l'économie circulaire cette valeur forte de l'eau. Ce qui permet de générer trois valeurs économiques. Par exemple, des ressources supplémentaires si on utilise l'eau de meilleure qualité et de la meilleure façon. Voilà. On a également une valeur sociale. Si on a plus d'eau, on peut mieux la répartir équitablement entre les populations, les habitants. Et puis une valeur environnementale aussi, en préservant la ressource et en l'attachant à la biodiversité. En fait, avec l'eau, dans l'économie circulaire, on peut créer une valeur positive par une gestion optimisée. Voilà un petit peu le cadre intéressant. Alors, fort de ce principe, on travaille actuellement en Tunisie sur la petite ville de Hadjim, sur l'île de Djerba. Pour planter le décor, l'île d'Hadjim, d'un côté, vous avez les hôtels 4, 5, 6 étoiles qui utilisent l'eau à outrance, y compris de l'eau dessalinée, de l'eau qui vient du continent, des nappes profondes ou autres, et de l'autre côté, un monde rural pauvre, sans ressources en eau. Et c'est le cas de la petite ville d'Hadjim de 20 000 habitants. Alors, l'opportunité s'est faite que ces gens, ils ont une petite station d'épuration et on envisage à la fois dans un objectif d'économie circulaire, dans un objectif d'adaptation au changement climatique, de réutiliser les eaux traitées de cette ville pour les consacrer au monde agricole et créer une valeur ajoutée économique sur cette île pour ce monde rural. Alors, l'idée, vous voyez, est généreuse et bonne, mais je vais vous parler des difficultés qui seront certainement utiles pour le groupe de travail que vous représentez. En fait, aborder la question de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est excessivement complexe, aussi bien en France que dans tous les pays du monde, bien que la Tunisie soit largement en avance là-dessus. Voilà. Et nous avons pris le parti, connaissant toutes ces difficultés-là, de dire on ne peut pas, même si c'est intéressant, même s'il y a des présomptions de pistes intéressantes, on ne peut pas se lancer sur un tel projet en le bâtissant techniquement dès le début avec des principes techniques tunisiens ou français ou marocains ou autres. Donc on a donc engagé ce qu'on appelle une étude de faisabilité qui permettra de connaître les aspects techniques, économiques, sociétals, de partage de ce point de vue avec les agriculteurs. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est fondamental et sur lequel nous tenons à ce que l'étude de faisabilité avec la consommation de crédit public puisse se faire dans le bon sens. Mais voyez, cette idée généreuse, elle n'est pas partagée par tout le monde. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis peut-être plus de 2 ans, nous essayons de mobiliser des financements français pour convaincre des collectivités locales d'apporter une coopération décentralisée avec les Tunisiens sur la base d'une préétude. Les pouvoirs publics sont très fragiles là-dessus. Quand on parle d'études, si vous voulez, les élus, alors peut-être à leur raison, préfèrent couper des rubans que consacrer des études. Mais pour notre association, du point de vue déontologique, on ne peut pas engager des finances publiques tant que cette étude de faisabilité n'est pas faite et que le recueil et l'assentiment de toutes les composantes tunisiennes, rurales, techniques, financières, gouvernementales, pour qu'on réussisse ce pari de mettre en place une station d'épuration avec réutilisation des eaux usées traitées à Hadjim, en Tunisie. Voilà notre challenge que nous avons actuellement sur Djerba. Très bien.
Oui, merci pour ce témoignage. Effectivement, la question des études préliminaires est centrale et je pense que nous, en tant que réseau d'acteurs des territoires, c'est quelque chose un aspect sur lequel on se doit d'insister toujours et encore. Il y a un problème. La voix ne sort pas. Oui, on ne t'entend plus, Romain. Vous m'entendez maintenant? Oui, Oui. oui. Ok. Du coup, ça s'est arrêté où? Pardon. Il y a Acteurs des moins de 30 territoires. secondes en tout cas. Ok. Bon, c'était juste pour dire que oui, effectivement, ça c'est peut-être une démarche plus de plaidoyer qu'on doit porter clairement en tant qu'acteur non étatique sur la nécessité d'avoir du financement sur du préopérationnel finalement. Voilà, il nous faut des études préliminaires, il faut créer un environnement favorable à ce que derrière des projets complexes comme ceux-ci puissent être menés à terme. Donc effectivement, on comprend la position des élus, mais il va falloir faire un effort aussi au niveau des banques de développement. Il y a un vrai besoin. Il ne nous reste plus que 8 minutes, donc en fait, on va peut-être passer aux questions-réponses. Merci en tout cas à tous les intervenants pour leurs apports. Je vous rappelle juste un aspect, si vous avez des projets, vous êtes porteur de projets là, sur le thème de l'économie circulaire, on a une cartographie sur notre site Climate Chance où vous pouvez déposer vos projets. Vous remplissez quelques questions, c'est pas très long et vous pouvez, nous après on se charge de publier ça, de le traduire en français et en anglais et de le mettre sur notre cartographie de l'action climat. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour cela. Alors, est-ce que alors le chat était très actif, donc je n'ai pas réussi à tout suivre. Il y a énormément de messages. Peut-être Eva et Tania, mes collègues, est-ce que vous avez vu quelques questions qui soient particulièrement intéressantes à poser, ou sinon on peut demander aussi à nos participants de poser des questions en direct. Oui, si on prenait la question qu'on avait eue même en avance. Ouais. Alors, c'était… il faut que je la retrouve. Ah oui, comment entreprendre dans la valorisation des déchets en Afrique sans entrer en concurrence ou dérober une ressource utile pour de nombreux acteurs locaux? Voilà. Est-ce que peut-être que Johanna, je ne sais pas si est-ce que Johanna est encore là? Est-ce que c'est une Oui, question? je suis là. Tu es là, mais tu parles parfaitement français. Merci. Oui, comment est-ce que en fait est-ce que la valorisation des déchets en Afrique, selon toi, peut entrer en concurrence et finalement retirer une ressource qui est utile aux acteurs locaux dans l'économie informelle? Est-ce qu'il y a ce risque qui est possible ou pas? Ou ça reste marginal? Concurrence avec qui? Si jamais on commence à formaliser un secteur de la valorisation du déchet, est-ce que cela peut rentrer en concurrence avec des acteurs plus informels et finalement fragiles? I will answer in English. I'd love to try in French, but I think Je vais répondre en anglais. J'aimerais essayer en français, mais je pense pas que ce sera une bonne chose pour vous. Et les deux doivent marcher ensemble. Le secteur informel, bien sûr, joue un rôle très important. Et c'est un endroit que les autres ne peuvent pas atteindre. Donc, les deux jouent un rôle important vraiment. Et le secteur informel joue un rôle très important. Je crois que l'économie formelle a besoin de l'économie informelle. Nous sommes à un point où le secteur informel
a la même protection que le secteur formel. J'ai lu dernièrement que la question était de savoir si le rôle du secteur informel, ce rôle du secteur informel est très critique à cause, bien sûr, de l'aspect économique. Ils ne payent pas d'impôts, ils peuvent recycler de manière plus économique. Et donc, le prix du recyclage est assez bas à cause de cela, alors que le secteur formel est plus coûteux. Donc, ça pourrait effectivement avoir un impact sur la capacité de recycler certains matériaux. C'est peut-être là où se trouve la préoccupation plutôt que la concurrence. Je crois que les deux peuvent coopérer très bien. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Can I say something else? Merci beaucoup. Je pense que la question était à propos du conflit entre le secteur formel et le secteur formel, l'informel et le formel dans le recyclage des déchets. Oui. Et je pense que, si je parle de l'expérience de notre pays, le Rwanda, je vois que la réalité, c'est que les deux se complètent, mais ne sont pas en conflit en tant que tels. Parce que nous avons les milieux urbains qui attirent beaucoup d'investissements avec les méga projets. Et là, le recyclage des déchets requiert beaucoup d'investissements. Mais dans les milieux ruraux, par exemple, on voit les recyclages organiques, par exemple. Les recyclages organiques sont principalement assurés par le secteur informel parce qu'ils prennent les déchets organiques, ils mettent ça dans les compostières ou bien quelque part, se transforment et ils se transforment en fumier organique. Alors, je pense que le recyclage des déchets n'est pas nécessairement à percevoir au niveau industriel ou bien au niveau des grands investissements. C'est pourquoi ça doit être multidimensionnel et ça doit être localisé. À défaut de quoi, le recyclage des déchets pourrait créer un conflit social, mais aussi un conflit économique. Et nous devrions être prudents si nous devons gérer cela de manière durable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Encore un intervenant parfaitement bilingue. C'est génial. Alors, le webinaire touche à sa fin. Peut-être, est-ce qu'il y aurait d'autres questions On a de une la main part des levée. intervenants? On a une main levée, On a une main levée. de Modeste. J'ai vu quelque part. Oui. Moi, je ne vois pas, mais est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Modeste? Oui, oui. Normalement, là, c'est bon. Si Modeste veut poser sa question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous me recevez? Très bien. Vous me recevez? Oui, oui, très bien, Oui. on vous entend. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Modeste Aoku. Je suis marin navigateur et président de l'association OMA Togo, qui est une association des marins qui lutte dans un premier temps pour nos activités professionnelles et dans un second temps, nous nous sommes engagés à lutter contre la pollution marine. Okay. Alors, en réalité, ce n'est pas une question en tant que telle. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette conférence qui nous permet d'échanger. Et je voudrais aussi savoir, si possible, que nous ayons certains partenaires qui peuvent nous aider dans la transformation des déchets récupérés. Puisque malheureusement, chez nous au Togo, c'est un truc volontaire que les marins se sont engagés à le faire afin de pouvoir lutter contre la pollution marine. Et nous avons pu installer une brigade de protection de l'environnement littoral et marin à Lomé. Alors, notre objectif en réalité est de lutter contre la pollution marine.
mais aussi, nous souhaiterions aussi créer de l'emploi. Comme quoi, comment redonner une autre vie aux déchets recyclés, la transformation. Nous recherchons des partenaires qui sont des professionnels de transformation de ces déchets recyclés-là, afin de pouvoir nous aider, parce que nous ne recevons aucun financement, nous ne recevons aucun soutien, sauf que c'est un sacerdoce que nous nous sommes donné, nous les marins, à lutter contre la pollution et à protéger notre secteur d'activité. Okay. Alors, je voudrais savoir si c'est possible. Je pense que c'est M. Romain qui a une organisation au Ghana, c'est à côté de nous, au Togo là-bas. Si possible, qu'il y ait un partenariat qui peut nous aider à refaire la transformation des déchets plastiques surtout, Okay. pour pouvoir donner vie, une seconde vie à ces déchets rééquipés et nous aider à aller un peu plus d'avant, quoi. Merci. Alors, je vais m'arrêter là-bas pour le moment. Oui, je vois bien l'enjeu et la difficulté. J'ai un problème de son. Vous m'entendez? Les autres m'entendent ou pas? Oui. OK. Modeste. On t'attend. OK. Modeste, on peut se parler par email. Problème de son. On vous recevez M. Romain. OK. Je vous écrirai. On connaît, on a des organisations avec lesquelles on travaille au Togo qui pourraient peut-être vous aider à vous mettre en réseau et à faire avancer le sujet. On vous recontactera après le webinaire. Peut-être juste une très courte dernière question de Djibrila Youssef qui a levé la main. Oui, bonjour. Et après, on devra s'arrêter parce qu'on est déjà un peu hors timing. Oui, merci Djibrila. OK, merci beaucoup. Djibrila Youssef du Cameroun, Pivjet International. Nous travaillons beaucoup plus sur le wash. Et ma question, c'est sur le recyclage, en tout cas la réutilisation des eaux usées, notamment en lien avec le lavage des mains. Donc, nous avons vu beaucoup de dispositifs installés. Il y a beaucoup de savon et autres dans le circuit du lavage de mains. J'aimerais savoir comment on peut faire pour traiter ces eaux usées. Merci beaucoup. Merci Djibrila. Alors là, moi, on pose une colle, mais Serge, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à répondre à ce sujet-là en particulier avant qu'on finisse? Non, Serge, on ne vous entend pas. Vous êtes toujours sur mute. Oui, la question est sur le lavage de mains. Mais en fait, il faut considérer que le lavage de mains, on se lave les mains qui va ensuite dans un réseau, dans une station d'épuration. Et donc, cette eau de lavage des mains, elle rejoint toutes les autres eaux usées. Donc, il n'y a, de mon point de vue, à ce niveau-là, si la configuration technique est comme ça, pas de problème. Hein. C'est une eau, c'est un type d'eau, mais sans plus, qui est comme les autres eaux, quoi, hein, voilà, avec les microbes s'il y en a, effectivement. Hein, voilà. Et si Est-ce que c'était bien ceci la question? Je pense que c'est peut-être lié aussi à la situation Covid actuelle et bon, nous, dans les villes, en tout cas européennes, il n'y a pas de... Effectivement, on s'est rendu compte que dans les villes européennes, la présence du Covid a été détectée dans les eaux usées. Voilà. Et donc, les eaux sont traitées avec des filières plus ou moins complexes qui, avec des traitements dits tertiaires, abattent les germes et même peuvent abattre tous les virus, suivant le type de recyclage que l'on veut avoir à terme sur l'objectif de traitement. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous remercier tous. Peut-être
vous demander, si vous êtes d'accord, d'allumer vos caméras pour une petite photo finale parce que c'est le dernier atelier de notre premier round et on recommencera ces ateliers des coalitions l'année à partir de janvier. Donc voilà, on va prendre une petite photo de groupe pour finir en beauté. Et voilà, super, on a plein de beaux visages. Alors, on va y aller. 1, 2, 3. Merci à tous. Et puis, encore merci. Continuez à nous suivre. On était très nombreux aujourd'hui. On était presque une centaine à un moment. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos inputs. Merci aux speakers. Continuez à nous suivre, mettez vos projets sur notre plateforme et on vous tient au courant de tout ce qu'on fait et on rentre en contact avec ceux qui nous ont demandé des infos en plus, notamment Modeste. Passez une très bonne journée et puis merci, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Thank you. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci et au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Super, merci. Merci beaucoup. On va continuer le